Aujourd'hui, nous parlons santé, plus spécifiquement d'une maladie dont nous avons entendu parler pour la majorité au cours de cette année 2022. Des cas signalés dans le monde, des cas signalés près de nous, au Ghana, pays voisin de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la variole du singe. Quelle est cette maladie? Comment se manifeste-t-elle? Comment la contracte-t-on? Est-elle contagieuse? Quelles sont les dispositions prises par la Côte d'Ivoire? Voici autant de questions qui nous ont été transmises, des questions que vous partagez sûrement et qui trouveront leur réponse au cours de ce numéro consacré à cette thématique. En Côte d'Ivoire, où la maladie a déjà fait son apparition par le passé, il y a eu quelques cas sporadiques humains rapportés dans les années 70, des mesures renforcées de surveillance épidémiologique ont été mises en place par les autorités sanitaires afin de détecter précocement des cas et éventuellement de les mettre sous contrôle. Le virus qui occasionne cette maladie, c'est le virus de la variole du singe. Mais il existe deux souches de ce virus. Il y a une souche qu'on appelle la souche ouest-africaine, qu'on rencontre donc en Afrique de l'Ouest naturellement, et puis il y a la souche dite de l'Afrique occidentale, qu'on retrouve en Afrique occidentale. Et c'est la souche ouest-africaine qui a été observée dans l'épidémie actuelle qui sévit en Occident, j'allais dire. La souche ouest-africaine, en général, est moins sévère. La létalité, c'est-à-dire le nombre de décès rapportés au cas, tourne autour de 1%. Par contre, la souche de l'Afrique centrale, la souche dite du bassin du Congo, cette souche-là, elle est souvent responsable de létalité un peu plus élevée de 10%, donc une mortalité un peu plus élevée, elle est beaucoup plus sévère. Le réservoir, c'est-à-dire l'animal qui héberge ce virus, on incrimine surtout les écureuils et les autres rongeurs de nos forêts africaines tropicales. Alors, comment on contracte cette maladie? On la contracte de deux façons. Vous avez la transmission de l'animal à l'homme et puis la transmission interhumaine, c'est-à-dire transmission d'homme à homme. Donc, une fois qu'une personne a contracté la maladie, après avoir été en contact, après avoir été exposée à un animal, cette personne peut transmettre la maladie à une autre personne. Et toujours de la même façon, à travers un contact direct avec le malade ou alors à travers un contact avec des surfaces qui ont été préalablement souillées par les sécrétions de ce malade. Il y a un mode de transmission qui a également été évoqué, la transmission par l'intermédiaire des gouttelettes respiratoires. Il y a la transmission dite nosocomiale, c'est-à-dire que le personnel de santé contracte la maladie lors de l'administration des soins. Donc, c'est une transmission à l'hôpital. Et puis, vous avez la transmission qui est dite verticale de la mère à l'enfant qui également a été décrite. L'incubation, en général, elle est de 6 à 13 jours. Ça veut dire quoi? Elle peut aller jusqu'à 21 jours. Ça veut dire que lorsque vous rentrez en contact avec quelqu'un qui a la variole du singe, vous rentrez en contact avec ses sécrétions ou bien avec un animal qui est infecté, l'écureuil, un chimpanzé, un singe, vous avez 6 à 13 jours pour développer les symptômes. Au maximum 21 jours. Donc 6 jours après, vous allez commencer à développer les symptômes. En général, il s'agit de quoi? Il s'agit de fièvre. Il s'agit de maux de tête. Il s'agit de douleurs musculaires. Il s'agit de douleurs articulaires. Il s'agit de fatigue. Donc, on appelle cela la phase dite pré-éruptive. C'est la phase des éruptions. Vous avez certainement vu les images, ces boutons qui sont sur les enfants, au visage, paume des mains, plante des pieds. Donc, l'éruption va survenir au niveau du visage, sur tout le corps. C'est des milliers d'éruptions. On parle de papules, c'est des petites éruptions. Ensuite, grossir un peu, vous allez voir du jus dedans, des vésicules, et puis ensuite des pustules. Donc, macules, papules, vésicules et pustules, et ensuite, elles vont former des croûtes. En général, la maladie est dite spontanément résolutive, c'est-à-dire que le malade va guérir spontanément. Voilà, 2 à 4 semaines après, il peut spontanément se rétablir. Pour la population, qu'est-ce qu'on doit faire? La première stratégie, c'est la surveillance.
C'est parce qu'on surveille qu'on détecte. Si vous ne mettez pas la maladie sous surveillance, vous n'allez jamais la détecter. Deuxième stratégie, c'est la prise en charge correcte, adéquate des malades pour faire en sorte qu'ils se rétablissent et qu'ils ne meurent pas. Deuxième stratégie. Troisième stratégie, il faut faire en sorte que ceux qui ne sont pas malades restent en l'état et qu'eux ne tombent pas malades. Donc, c'est la promotion des mesures de prévention de la transmission. Se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. C'est quelque chose qu'on connaît maintenant. Depuis la Covid, on en parle régulièrement. C'est éviter les contacts non protégés avec les animaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Éviter les contacts avec leurs sécrétions non protégées. Éviter les contacts non protégés avec les malades. Le médecin doit toujours porter des gants, porter des équipements de protection pour éviter de contracter la maladie. Donc ça, c'est des mesures dites de prévention de la transmission. Lorsque nous avons été alertés par cette maladie, par l'OMS, le pays a mis en place des mesures rapides. La première, c'était la surveillance. Puisque nous n'avons pas de cas, il fallait donc renforcer la surveillance. Surveillance au point d'entrée, c'est-à-dire les frontières, à l'aéroport pour détecter rapidement les cas. Surveillance à l'hôpital, dans les communautés. Donc, des directives ont été élaborées, diffusées dans les établissements de santé pour indiquer aux communautés comment reconnaître la maladie et rapporter cette maladie aux professionnels de santé pour pouvoir faire la confirmation. Donc, surveillance renforcée de cette maladie. Deuxièmement, information et sensibilisation des populations sur les mesures de prévention de cette maladie. Je pense que cette tribune en est une. Vous allez toujours continuer d'informer, de sensibiliser les populations contre cette maladie. Renforcement des mesures de prévention et de contrôle de l'infection dans les établissements de soins. Faire en sorte que nos médecins, nos agents de santé ne se contaminent pas en prodiguant des soins. C'est pas bon. Et puis, la prise en charge toujours gratuite et rapide des malades. Docteur, je voudrais vous demander aujourd'hui, vu la situation qui prévaut avec l'épidémie de Covid, est-ce que aujourd'hui il faut prendre des dispositions particulières et s'en inquiéter davantage, ou comme vous le dites, c'est une maladie déjà connue, les vaccins existent déjà, est-ce que nous sommes prêts et à partir de quand est-ce qu'il faut s'en inquiéter réellement? La situation actuelle est source de préoccupation. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, elle est inhabituelle, puisque l'épidémie se déclare dans une zone qui n'était pas sa zone de prédilection habituelle. Pour nous, les pays africains, et surtout pour la Côte d'Ivoire, où aucun cas n'a été enregistré, on doit rester vigilant. On doit rester vigilant. Notre stratégie, c'est la vigilance, donc renforcer la surveillance pour pouvoir détecter précocement les cas. Si les cas passent inaperçus, l'épidémie a l'occasion de se propager. Mais si votre système de surveillance est capable de les détecter rapidement, donc isoler les malades, suivre les contacts, faire en sorte que la maladie ne se propage pas, vous arrivez à l'endiguer rapidement. Je voulais en savoir davantage sur les vaccins homologués dont vous avez fait cas tout à l'heure. Les vaccins même sont d'homologation récente. Et ils ne sont même pas encore disponibles chez nous en Côte d'Ivoire. En Europe, ils ont commencé à l'utiliser. Aux États-Unis, ils ont donné l'indication pour l'utiliser. Ils l'utilisent chez les contacts très très proches, au 4e jour, après une exposition à risque. Ils vaccinent les personnels à haut risque. Donc ces vaccins ont été homologués et récemment, ils ne sont pas encore disponibles chez nous ici. Mais c'est déjà bon qu'il y ait ces vaccins-là, parce que comme je vous l'ai dit, les anciens vaccins ne sont plus disponibles. Et puis, deuxièmement, les personnes qui sont nées après l'éradication de la variole n'ont pas été vaccinées contre ces anciens vaccins. Donc, on pourra éventuellement les utiliser s'ils sont disponibles et si nous sommes confrontés à une épidémie majeure des cas. Tout savoir sur la variole du singe. Et Dr Coulibaly, notre expert du jour, nous a donné les rudiments pour reconnaître cette maladie. Pour nous prévenir de cette maladie, il nous a également parlé de la stratégie du gouvernement pour justement prendre en charge les éventuels cas. Et il a dit, la Côte d'Ivoire n'a pas encore enregistré de cas. Nous souhaitons ne pas enregistrer, mais si les cas arrivent, le dispositif est prévu pour cela. Merci Dr Coulibaly d'avoir éclairé nos internautes et nos journalistes ici présents. Mesdames et messieurs, tout savoir sur de ce jour prend fin. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous certainement
le mardi prochain. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.